Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Au sommaire de cette émission, la France s'attaque à la fraude fiscale. Ce mardi, le gouvernement a présenté un nouveau plan, service de renseignement dédié, sanctions contre les multinationales et les ultra-riches. Quels sont les moyens mis en œuvre par l'administration? Sont-ils efficaces? La France peut-elle venir seule à bout des paradis fiscaux? Depuis la crise financière de 2008, les membres du G20 se sont attaqués à la question du secret bancaire. En octobre 2021, un accord pour un impôt minimum mondial sur les sociétés a été adopté par près de 140 pays. Où en est la coopération internationale? L'Europe est-elle vraiment en pointe sur ces questions? Analyse à suivre. Enfin, comment en finir avec la fraude et l'évasion fiscale? Comment améliorer la prévention et la répression? Le plan du gouvernement préconise la mise en place d'une COP fiscale sur le modèle de la Conférence des Nations pour le climat. Objectif, engager une vraie réforme du système et rendre illégal ce qui est immoral. Est-ce réaliste et à quelle échéance? On en débat dans un instant. Et pour en parler précisément, je suis entourée de Vincent Drezé, porte-parole et membre du conseil scientifique d'Attaque, Géna Scaglia, avocate fiscaliste au barreau de Paris, Quentin Parinello, conseiller politique de l'Observatoire européen de la fiscalité, et Nathalie Janson, professeure associée d'économie à Neoma Business School. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Le ministre du Budget a donc présenté ce mardi un plan qui cible les grands fraudeurs. Gabriel Attal a précisé qu'il serait moins regardant avec les classes moyennes, les PME et les petits patrons. Quelles sont les armes du gouvernement pour lutter contre la fraude? Le reportage de nos confrères de France 2. Cette unité est la police fiscale, au cœur d'un nouveau plan de lutte contre la fraude. 40 agents mobilisés et bientôt une centaine à Bercy pour cibler en particulier les très gros patrimoines. Objectif du gouvernement, plus 25% de contrôles fiscaux d'ici la fin du quinquennat et des sanctions exemplaires en cas de fraude avérée. Simulation d'avoirs à l'étranger, quand il y a bande organisée, je considère qu'on n'est plus dans la citoyenneté et qu'on doit être privé pour un temps de tout accès à réduction d'impôts, crédit d'impôts et à ses droits civiques, dont son droit de vote. Fraude, évasion fiscale. Chaque année, 80 à 100 milliards d'euros échapperaient au fisc. Pour les récupérer, ces agents d'élite auront à leur disposition de nouveaux moyens d'action internationaux, écoute, captation de données et pose de balises pour identifier ces fraudeurs d'envergure. Certaines très grosses entreprises ou des foyers fiscaux aisés aux méthodes rodées. Ce sont des gens qui ont une très bonne connaissance non seulement des rouages fiscaux français, mais également, je le disais, internationaux, puisque l'enjeu c'est des gens qui profitent des trous dans la raquette qu'il peut y avoir au niveau législatif dans les différents, que ce soit au niveau européen ou au niveau international. À terme, 1500 agents devraient renforcer les effectifs des contrôleurs du fisc. Une goutte d'eau, selon les syndicats, qui voient dans ce dispositif rien de plus qu'un effet d'annonce. Nathalie Janson, peut-être avant de rentrer dans le dur des mesures, sur le fond, durcir les contrôles et les sanctions sur les gros fraudeurs et alléger la pression sur le petit contribuable, vous diriez que c'est un signal politique fort ou un simple effet d'annonce? Ça relève effectivement beaucoup de l'effet d'annonce et de la communication, puisqu'il faut savoir qu'en France, on est plutôt un pays connu pour l'efficacité de son administration fiscale. Donc, en général, on n'est pas en... Voilà, c'est pas le service le moins efficace de l'État, bien au contraire. Il faut savoir qu'aussi en 2022, il y a eu une augmentation assez importante aussi du recouvrement fiscal dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau des impôts des sociétés, des particuliers, mais aussi des activités illégales, et notamment en raison de l'utilisation plus efficace du data mining. Donc je dirais que compte tenu de cette situation, étant donné que 2022 est plutôt une bonne année en termes de recouvrement d'évasion fiscale, en tout cas de tentative, en fait on va dans la continuité et il y a de ce point de vue-là pas un changement radical et en tout cas on s'appuie sur la force de l'administration, mettre en évidence que ce sont forcément les très riches qui vont
chercher l'évasion fiscale. Bon, c'est un argument effectivement qui est un peu, qui n'a pas besoin d'être. En France, on a déjà suffisamment de griefs contre les riches. On n'aurait peut-être pas besoin d'en remettre une couche de ce point de vue-là. Ça, effectivement, on voit que c'est vraiment de la communication pour essayer de. Le gouvernement montrer semble reconnaître lui-même que c'est là qu'il y a le plus d'argent et c'est là qu'il y a le plus d'enjeux en matière de justice fiscale. Et bien évidemment, quand on ne paye pas d'impôts, on ne risque pas d'avoir un contrôle fiscal. C'est une évidence. Bien évidemment que dans les grandes fortunes et les grandes entreprises, là où en fait les revenus sont les plus importants, plus que de l'évasion fiscale, parce qu'il y a quand même aussi un effet. Alors chez les particuliers, je ne suis pas experte sur la question, je ne voudrais pas avancer des arguments qui ne sont pas vrais, mais chez les grandes entreprises, celles qui sont cotées en bourse, elles ont quand même beaucoup à perdre si elles font de l'évasion fiscale systématique. Donc, dans les grandes entreprises, c'est quand même plus de l'optimisation fiscale qu'on constate, étant donné qu'elles ont des spécialistes, je veux dire, elles ont des personnes dédiées à la fiscalité et aux finances au sein de leur entreprise. Et bien évidemment, elles ont des spécialistes qui vont essayer d'optimiser au niveau fiscal. Mais ici, on ne parle pas d'évasion fiscale. Donc, je pense qu'à nouveau, porter le regard sur des grandes entreprises qui seraient elles-mêmes des fraudeuses, c'est pas contribuer à apaiser le climat social, et c'est continuer à penser qu'effectivement ce sont les riches qui fraudent. C'est quand même un petit peu c'est un petit peu dommage d'assister toujours sur ce point. Quentin Parinello, oui, je vous réagir. Pour reprendre là-dessus et pour réagir. Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites mardi. On a un peu de mal à voir concrètement comment ça va s'appliquer. À ce stade, on sort plus avec plus de questions que de réponses. Mais sur ce qui vient d'être dit, 2 points. Il y a 2 intentions qui ont été mises en avant par Gabriel Attal. Le premier, c'est de dire on va focaliser nos efforts sur les plus riches et les grandes entreprises. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit Nathalie Janson, c'est-à-dire que ça fait plutôt partie du bon sens économique. Lorsqu'on regarde les études, notamment les études de l'Observatoire européen de la fiscalité, on voit que le plus gros montant de richesse détenue offshore par les particuliers, c'est les plus riches. Il y a plus de 90% de la richesse offshore qui est détenue par les 0,5% les plus riches à travers le monde. On voit que les entreprises qui font le plus d'évasion fiscale, ce sont les plus grosses entreprises. Donc c'est plutôt du bon sens économique d'aller viser en particulier ces acteurs-là. Après, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés. Peut-être éclairez-nous sur la différence. On entend fraude, on entend optimisation, on entend évasion. Et je pense que pour avoir un débat intelligent, il faut effectivement s'attarder et s'accorder tous ensemble sur la sémantique qu'on utilise. Légalement, il y a 2 termes qui existent. C'est-à-dire que la fraude, on dissimule, on se soustrait aux règles fiscales, puis il y a l'optimisation, jouer un peu sur les règles totalement légalement pour baisser ses impôts. Gabriel Attal parle aussi de la volonté d'aller chercher la zone grise, un peu la zone entre les deux, ce que nous, on pourrait appeler effectivement de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, la zone grise qui va se mettre à la limite entre la légalité, l'illégalité et la fraude fiscale. Et c'est important, pourquoi ? Parce qu'on ne traite pas de la même manière la fraude, puisque là, il s'agit d'aller chercher les personnes qui trichent, et donc il faut plus de contrôle et plus de moyens pour contrôler, plus de moyens pour sanctionner. Et lorsque on parle d'évasion fiscale, finalement, de personnes qui arrivent à se jouer des failles du droit international pour éviter l'impôt, et dans ce cas-là, on est dans un débat politique et de savoir quelles règles on veut changer. Or, ce plan-là, qui est présenté par Gabriel Attal, il insiste beaucoup sur les éléments de fraude, avec par ailleurs beaucoup de flou sur comment il va mettre en œuvre, à la fois en termes de moyens humains et de sanctions. Et il y a très très peu d'annonces sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et de changer les règles. Et il parle de détection de dissimulation d'avoirs à l'étranger, d'activités de cabinet de défiscalisation favorisant la fraude et des optimisations abusives. Effectivement. Donc il y a certains éléments. Alors sur les intermédiaires financiers, c'est un débat qui a lieu au niveau européen. Donc il est en train de reprendre à son compte un débat qui a lieu au niveau européen. Il y a aucun détail sur ce qu'il compte faire réellement, donc est-ce qu'il va juste attendre l'Europe ou pas. Mais ce qui est important à avoir en tête, c'est que la plupart des grands cas médiatiques, finalement, scandales d'évasion fiscale... Les LuxLeaks, les Panama Papers... Absolument, relèvent en partie, voire même en grande partie, de la lutte contre l'évasion fiscale. Donc si on veut s'attaquer à ces cas-là, si on veut s'attaquer à ce qu'il appelle aux puissants, tel qu'il l'a dit lui-même Gabriel Attal, il faut s'attaquer de front à la fraude et à l'évasion fiscale. Or, ce plan, à ce stade, il fait plutôt des annonces au niveau de la fraude que de l'évasion fiscale. Gina Scaglia, sur le fait de s'attaquer aux puissants, vos clients.
Alors, tous les clients qui vont voir un fiscaliste, un avocat fiscaliste, ne sont pas forcément des fraudeurs. Ce sont des personnes qui, la plupart du temps, veulent plutôt être en conformité fiscale. Un fraudeur, c'est quelqu'un qui se soustrait aux règles législatives, légales, et qui, par définition, ne va pas forcément consulter. Après, quand on est sur l'optimisation, c'est une zone grise. Et actuellement, on a déjà tout un arsenal qui est déjà mis en œuvre, qui existe déjà. Donc, sur le plan qui est présenté Est-ce qu'il est efficace, cet arsenal ? Il est efficace s'il est mis en œuvre. C'est toujours la même chose. C'est que est-ce qu'on met les moyens et est-ce qu'on met en œuvre les dispositions qui existent déjà ? On a déjà des règles pour l'évasion fiscale et aussi des règles qui permettent en fait de se prémunir contre ce qu'on appelle l'abus de droit. C'est-à-dire que quand on fait de l'optimisation fiscale agressive. Et donc, c'est plutôt les moyens qui vont être mis en œuvre pour cette lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale agressive, qui pourront éventuellement permettre de mettre en œuvre ce plan. Vincent Andresset, sur les moyens, on a parlé de 1500 agents supplémentaires, 40 enquêteurs. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux ? Alors, il faut déjà rappeler que les administrations fiscales en Europe et notamment en France ont perdu beaucoup d'emplois depuis 20 ans, environ 40 000 pour l'administration fiscale française, dont 3 à 4 000 sur ces 12-15 dernières années dans les services de contrôle. Ce qui veut dire que ce qui vient d'être annoncé, c'est un redéploiement. C'est-à-dire qu'on va supprimer des emplois et sur ceux qui restent, on va prendre dans certains services, notamment des services de contrôle qui gèrent des PME, d'après ce que Gabriel Attal disait, et on va renforcer certains services. Alors c'est bien pour les services qui vont être renforcés, mais par contre, c'est beaucoup moins bien pour ceux qui vont être dépourvus, parce qu'ils en ont déjà beaucoup perdu. Et dans les services qui sont dépourvus, ce sont les services qui gèrent l'impôt, qui font un contrôle sur pièce, comme on dit, de premier niveau, et qui jouent un rôle dans la chaîne du contrôle fiscal. Donc ça fait partie des effets d'annonce. C'est pas le principal, sur les effets d'annonce sur les gros patrimoines et multinationaux, on peut y revenir. Là, il y a véritablement un enjeu de qualité, parce que les objectifs, on peut y souscrire, mais le comment, par contre, ça reste posé et on ne voit pas comment les objectifs vont être atteints. L'administration fiscale est-elle efficace, comme semblait le dire Nathalie Janson, avec des recouvrements records l'an passé ? Alors, sur l'année passée, il faut un peu regarder les choses. Il y a eu, entre 2021 et 2022, effectivement, 1,2 milliard d'euros de redressements fiscaux, si j'utilise ce terme, en plus. C'est exactement ce que McDonald's a dû payer. Autrement dit, sans cette affaire exceptionnelle, on serait au résultat de 2021. Par contre, il faut remonter sur ces dernières années. On était à plus de 20 milliards d'euros en 2015. Et la tendance lourde depuis 2008, on l'a montré dans notre rapport de mars dernier, c'est que du fait des suppressions d'emplois, il y a eu une baisse du nombre de contrôles et une baisse du rendement financier. De temps en temps, il y a des affaires exceptionnelles qui viennent évidemment rehausser légèrement, mais la tendance lourde, elle est quand même là. Et alors, à la fois, il y a une baisse du nombre de contrôles et puis il y a une modification du contrôle. Avec la loi SOC, on pourrait y revenir. Il y a beaucoup plus d'accompagnement aujourd'hui que ce qu'il y avait avant, les mises en conformité fiscale, etc. Donc il y a à la fois, dans ce plan-là, on obère un peu le côté, la vraie stratégie d'affaiblissement, et on n'est pas tout à fait clair sur les moyens. Quentin Parinello, de qui parle-t-on lorsque l'on dit taxer les plus riches ? C'est une question qui a été posée à Gabriel Attal et du coup, c'est à Gabriel Attal d'y répondre. Mais effectivement, lorsqu'on voit les études sur la richesse offshore, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'immense majorité de la richesse offshore, elle est détenue par les plus riches. Et donc, quand on a 90% de la richesse qui est détenue dans les offshore par les paradis fiscaux, c'est l'étude de l'Observatoire européen de la fiscalité qui est détenue par les 0,5% les plus riches, ça amène effectivement à des questions de priorisation. Et du coup, à mon sens, c'est plutôt du bon sens économique et politique de dire il faut mettre des moyens et cibler cette catégorie de personnes. C'est pas de la discrimination, c'est juste du bon sens économique finalement. Vincent Andresset, en matière de fraude fiscale, il n'existe aucune estimation officielle, mais des chiffres circulent, ils sont régulièrement avancés, 90 milliards en France, 1000 milliards en Europe. D'où viennent ces chiffres ? Comment ont-ils été trouvés ? Comment ont-ils été calculés ? Alors, sur l'estimation d'environ 80 milliards d'euros, je la connais bien, parce qu'en étant au syndicat solidaire finances publiques, j'avais travaillé sur cette question. Ça tombe bien. Et on avait, à l'époque, pris une des deux grandes méthodes, qui est qu'on part des résultats du contrôle fiscal, en essayant de corriger, il y a plusieurs biais, parce qu'on ne détecte pas toute la fraude, mais parfois on cible les contrôles en fonction des anomalies, et on était arrivé à cette fourchette sur l'ensemble des impôts. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on a confronté cette fourchette qui était de 60 à 80 milliards d'euros en 2013 et qu'on a actualisé sur la fourchette en 2018, on s'est retrouvé finalement dans les mêmes ordres de grandeur que les chercheurs de l'Université de Londres, par exemple, qui avaient chiffré à 1000 milliards d'euros la fraude au prélèvement obligatoire dans l'Union européenne dans son ensemble. Et puis, quand on regardait les études de Gabriel Zucman sur les avoirs dissimulés à l'étranger, de l'Observatoire qui dirige l'Observatoire, on s'apercevait que sur les impôts sur le revenu et patrimoniaux, eh bien, finalement, on se retrouvait tous plus ou moins dans les mêmes zones. En 2019, il y a eu un rapport de la Cour des comptes
qui devaient travailler sur l'estimation de la fraude, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire. Ils n'ont pas eu le temps. Parce que ça demande beaucoup de moyens. Ça demandait du temps, et puis la Cour des comptes aime bien chiffrer à l'euro près, et la commande politique était qu'il fallait que ça soit très très rapide. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que l'été dernier, l'INSEE a sorti une évaluation de la fraude à la TVA de 20 à 26 milliards d'euros. Là où nous disions 15 à 19, l'INSEE disait 20 à 26, ce qui semble quand même conforter une fraude fiscale de grande ampleur, qui ne concerne pas que la TVA, il y a l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, enfin bref, tous les impôts. Jenna Scaglia, une des mesures envisagées est la mise en place d'un conseil d'évaluation de la fraude fiscale, afin que les différents experts puissent évaluer la réalité de la fraude fiscale en France. Vous diriez que c'est une bonne chose ? Pareil, c'est comment est-ce qu'on évalue la fraude fiscale ? Il va falloir, effectivement, par définition, c'est des sommes qui échappent à l'impôt et pour lesquelles on a des difficultés. On vient d'un petit peu nous expliquer comment faire ce calcul. Donc il faudra effectivement voir quels sont encore une fois les moyens mis en œuvre. Et effectivement, quand on parle de montants en milliards, et notamment je voudrais revenir sur les chiffres avancés sur 2022 de recouvrement de l'impôt de 14,6 milliards. Alors ça ne concerne pas que la fraude fiscale, c'est l'ensemble des redressements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale a tendance à redresser lourdement, et après, devant les tribunaux, souvent, on arrive tout de même à baisser ces montants d'imposition. Et donc, finalement, le montant recouvré, in fine, est beaucoup plus faible que le montant annoncé. Alors, on va s'intéresser maintenant aux principales mesures. Un nouveau service de renseignement fiscal dédié à la lutte contre les grandes fraudes internationales, une hausse de 25% des contrôles fiscaux sur les gros patrimoines d'ici à la fin du quinquennat, des contrôles fiscaux tous les 2 ans pour les 100 plus grandes capitalisations boursières. Il n'existait à ce jour pas de rythme précis fixé par les grands groupes, précise le ministre. Nathalie Janson, vous diriez que ces mesures sont efficaces ? Alors, on peut se dire que si elles sont prévisibles, elles sont peut-être moins efficaces. Voilà. Parce que si elles sont prévisibles, ça veut dire qu'effectivement, les entreprises peuvent se savoir, en fait, peuvent se mettre en ordre de marche pour éviter d'être redressées, puisqu'elles savent que ça va avoir lieu. Donc, je dirais que le fait de la transparence du calendrier, soit est une bonne nouvelle quant à la stabilité du cadre, mais finalement, l'effet de surprise par rapport au contrôle peut aussi avoir son intérêt lorsqu'on veut essayer de débusquer la fraude. Donc voilà, je dirais que c'est là un peu la limite de la transparence dans ce domaine-là. Alors le nouveau service d'enquête pourra utiliser les écoutes, la captation de données, la pose de balises pour aller chercher des informations dans les États ou des territoires dits non coopératifs, comme le Panama ou les Bahamas. Quentin Parinello, ces espions pourront-ils vraiment enquêter dans les paradis fiscaux ? Oui, c'est une question qu'on peut se poser, parce que de fait, de mettre plus de moyens pour le contrôle et les sanctions pour lutter contre la fraude, quand on lit ça, on dit très bien. La première question, on se la posait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui constitue vraiment de la fraude, et donc qui est sanctionnable légalement, et qu'est-ce qui constitue de l'évasion fiscale. Et dans ce cas-là, on est dans cette zone grise, et on peut avoir les meilleurs contrôleurs du monde, mais ils seront impuissants. Et puis, troisièmement, vous avez absolument raison, c'est une chose d'aller à Guernesey ou à Panama, c'est une autre chose d'envoyer un contrôleur fiscal au Delaware et expliquer à l'administration fiscale américaine de transmettre les données. On peut demander aux inspecteurs des impôts français toutes les difficultés qu'ils ont déjà eues à coopérer avec l'administration fiscale américaine. Donc il y a évidemment un enjeu politique derrière qui s'est déjà posé d'ailleurs sur les listes de paradis fiscaux. On a eu les mêmes dynamiques où on a des États qui sont too big to blacklist, entre guillemets. Et donc, c'est-à-dire trop gros pour être mis sur la liste noire. Géopolitiquement, pour être mis sur des listes noires. Et on risque de retomber face au même enjeu aujourd'hui, alors que si on se place de manière très rationnelle, on a des critères pour évaluer quel pays est un paradis fiscal ou non. Mais là, ça va poser problème. Vincent Drosé, tout à l'heure, vous disiez que ça n'était pas plus d'effectifs, mais un redéploiement. Le ministre a mis aussi l'accent sur l'intelligence artificielle, notamment pour automatiser les contrôles. Est-ce un plus ? Est-elle déjà en activité, cette intelligence artificielle ? Avec quels résultats ? Ça fait 10 ans qu'on parle de data mining et que c'est mis en place dans l'administration fiscale. Il faut dire 2 choses là-dessus. Il faut un outil qui traite un grand nombre de données. Ça, c'est évidemment indispensable pour aider à la programmation du contrôle et à débusquer la fraude. Simplement, une fois de plus, les pouvoirs publics, dès qu'ils ont un outil, ils traduisent ça en suppression d'emplois à Bercy, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, force est de constater que les statistiques parlent, ça n'a pas encore une réelle valeur ajoutée, au contraire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est à l'origine d'un peu plus de la moitié des contrôles,
L'année dernière, c'était 13% des résultats financiers. Donc, la moitié des contrôles, 13% des résultats. Voilà. Et ce qui veut dire que moins de la moitié des contrôles étaient issus de ce qu'on appelle la programmation traditionnelle et représentaient l'essentiel des résultats financiers. Donc, effectivement, il faut aller plus loin, mais ce n'est pas la peine de dire c'est ça à la place des agents. En réalité, c'est les deux, pour faire court. Plus de sanctions pour les fraudeurs. Les cas les plus graves, comme par exemple les dissimulations d'avoirs à l'étranger, pourraient être privés de droits de vote ou de crédit d'impôt pendant plusieurs années. Géna Scaglia, ces sanctions sont-elles proportionnées ? Ça sera justement l'objet dans le cadre d'un procès, quand il y aura. On assiste vraiment à une pénalisation du droit fiscal de plus en plus. Alors ces sanctions, encore une fois, on est un peu dans des effets d'annonce, puisqu'en réalité, il y a déjà dans le Code général des impôts, le Code pénal, des sanctions complémentaires qui permettent justement de priver de droits civiques. Qui sont appliquées dans ces cadres-là. Assez rarement, mais qui pourraient l'être. En tout cas, ça existe. Des travaux d'intérêt général sont également envisagés. En plus de payer son amende, le gros fraudeur fiscal ira repeindre le centre des impôts, a lancé le ministre. Vous y croyez ? Ça se prête un peu à sourire. Encore une fois, c'est des sanctions qui peuvent déjà être appliquées dans les règles actuelles. Je pense qu'on a déjà un arsenal qui est déjà assez complet, à vrai dire, en France. On peut l'améliorer. Et c'est surtout la mise en œuvre qui va être vraiment importante. Là, vraiment, ce qui est visé actuellement, parce qu'on parlait de fraude fiscale, d'optimisation, ce qui est vraiment visé dans l'évasion fiscale, ça va être tout ce qui est prix de transfert, en fait. C'est comment est-ce qu'on transfère la base taxable d'un pays à un autre, justement en jouant sur la fiscalité de chaque pays. Et justement, dans ce plan, les multinationales sont visées avec la prise de mesures pour détecter et sanctionner les prix de transfert abusifs des multinationales et la création de sociétés éphémères. Tout à fait. Donc effectivement, ce n'est pas les prix de transfert en tant que tels, mais c'est vraiment l'utilisation, encore une fois, abusive. Quentin Parinello, ces mesures, vous direz qu'elles sont efficaces pour certaines entreprises qui ont développé une véritable expertise dans l'exploitation des failles du système ? Et comme vous le dites, c'est l'exploitation des failles du système. Donc on est dans la zone grise. Est-ce que donner plus d'infos sur le prix de transfert qu'utilise une grande entreprise américaine pour faire remonter ses bénéfices de la France vers l'Irlande va permettre aux services fiscaux de redresser cette entreprise? C'est difficile en fait. Le problème de fond, c'est que typiquement, on est sur des failles de règles qui sont obsolètes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu toute une négociation internationale pour mettre à jour les règles de taxation des multinationales. Cette négociation, elle est encore en cours. Elle a abouti partiellement d'ailleurs sur un impôt minimum à 15% sur les multinationales, sur lesquelles on peut revenir. D'ailleurs, l'Observatoire européen de la fiscalité a fait des travaux d'analyse sur l'impact, mais on voit bien finalement que c'est parce que ces règles sont obsolètes, qu'elles ont été faites il y a plus d'un siècle, qu'elles ne correspondent plus à la manière dont les multinationales opèrent économiquement et payent leurs impôts aujourd'hui, qu'il faut les changer. Donc donner plus d'informations sur les prix de transfert, c'est pas inutile en soi, c'est pas ça qui va faire que les GAFA paieront leur juste part d'impôt en France, par exemple. La création d'un délit d'incitation à la fraude fiscale contre les intermédiaires qui proposent des schémas frauduleux, jusqu'à 3 ans de prison, plus des sanctions pécuniaires. Est-ce que ça vous inquiète, la professionnelle fiscaliste que vous êtes ? Déjà, il faudra déterminer qu'est-ce qu'un intermédiaire. Mais encore une fois, il me semble qu'on a déjà en France, dans l'arsenal... ce sont ceux qui proposent précisément ces schémas frauduleux, les intermédiaires. Le délit de fraude fiscale, il y a aussi la complicité de fraude fiscale, qui, je pense, permettrait déjà de sanctionner tout intermédiaire qui proposerait des kits fiscaux, des kits juridiques. Les avocats, non, ne sont pas vraiment concernés par ces mesures, dans la mesure où on est déjà soumis à des règles déontologiques très strictes. Il se trouve que c'est un sujet qui est en discussion en ce moment au niveau européen, dans le cadre d'une directive qui va être proposée dans quelques semaines, qui s'appelle SAFE. Donc déjà, on ne sait pas trop si Gabriel Attal a repris à son compte des discussions européennes ou si c'est complètement autre chose. Et il y a les mêmes questions qui se posent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sanctionne ? Est-ce qu'on sanctionne le site qui vous donne un kit clé en main en 20 minutes pour créer votre société écran et pas payer d'impôts? Est-ce qu'on s'attaque également au rôle de ces intermédiaires fiscaux? On a pu le voir très dernièrement, il y a un scandale en Australie sur PwC qui aurait à la fois conseillé le gouvernement et à la fois conseillé des clients pour éviter l'impôt. C'est un peu toutes ces questions qui se posent. Il y a 3 solutions qui sont sur la table au niveau européen. La première, c'est un code de conduite. Donc on fait signer un code de conduite aux intermédiaires financiers. La deuxième, c'est de mettre en place quelque chose qui est peu ou prou similaire au devoir de vigilance. Donc ça permet à une personne lésée d'attaquer en justice si elle estime que l'intermédiaire financier
n'a pas respecté ce qu'il avait mis dans son plan de vigilance. Et la troisième, c'est un cadre réglementaire beaucoup plus on va dire, strict, avec des interdictions de pratiquer quand il y a eu des pénalités judiciaires. Vous avez entamé largement notre seconde partie. Vous diriez que l'Europe est en pôle position sur ces questions-là ? L'Europe se pose des questions et ça prouve bien qu'on n'est pas encore on n'a pas encore totalement attaqué l'enjeu. C'est-à-dire que le fait que l'Europe encore se pose des questions et va publier des nouveaux éléments sur les intermédiaires financiers dans quelques semaines, devrait voter dans quelques semaines sur comment on définit des sociétés écrans, se pose encore la question de comment définir des paradis fiscaux. On voit bien qu'il y a encore des trous dans la législation qui permettent à des riches particuliers, qui permettent à des grandes entreprises d'échapper à l'impôt et d'être parfois à la légalité. Et donc la question, c'est comment on fait avancer ces sujets. Et en plus, avec une petite difficulté supplémentaire au niveau européen, c'est que pour avancer sur les sujets fiscaux au niveau européen, il faut l'unanimité. Or, on a des pays au sein de la zone européenne qui n'ont pas du tout envie d'avancer sur ces sujets-là parce que ça s'attaque directement à leurs intérêts. Effectivement, l'Europe est engagée dans la lutte contre l'évasion, mais en même temps, elle compte quelques paradis fiscaux en son sein. Et la concurrence fiscale entre États y est toujours une réalité. Vincent Drezé, pourquoi l'Europe ne parvient-elle pas à se passer de ces paradis fiscaux ? Parce qu'historiquement, il y a des paradis fiscaux dans l'Union européenne, mais aussi des paradis fiscaux adossés aux grands États de l'Union européenne. Donc, chaque grand État, quand il y a des négociations internationales, préserve ses propres paradis fiscaux. Parce qu'il y a aussi un phénomène de concurrence fiscale, sociale et on pourrait même dire écologique. C'est un choix politique qui a été fait de la concurrence fiscale. Et ce qui est assez inquiétant, c'est de voir qu'il y a des travaux qui sont sur la table depuis très longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'on parle de l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés au niveau de l'Union européenne. C'était très avancé, rien ne s'est fait. Et là, il y a l'accord de l'OCDE qui va peut-être faire un peu bouger les choses, mais avec un taux très bas. Depuis les années 90, on est sur un régime transitoire en matière de TVA. Ce régime transitoire, aujourd'hui, il existe toujours. Il est très fraudé, c'est la fraude à la TVA intracommunautaire, la fraude carrousel. L'Union européenne le sait, le déplore, la Commission européenne le sait, le déplore, mais la question de l'harmonisation se heurte à certains États, parce que si vous harmonisez, vous changez des règles, ça fait des gagnants, des perdants, les perdants disent non, et donc il n'y a rien qui se fait. Rien ne se passe. Et de la même manière, quand le bilan des mesures qui a été prises en 2005, il y avait une directive épargne, sur le revenu de l'épargne. Mais c'est un échange d'informations qui ne portait que sur certains produits d'épargne, donc il a été évidemment détourné, évité. Tant qu'on a cette concurrence fiscale et sociale, et donc c'est un choc politique et c'est très dur d'en sortir, on pourra difficilement avancer. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des mesures, on pourra peut-être les aborder, qui sont techniquement possibles. C'est aujourd'hui la volonté politique qui manque. Nathalie Janson, l'Europe s'est dotée d'une liste de paradis fiscaux, d'un registre des bénéficiaires effectifs des comptes, mais pour autant, la concurrence fiscale existe bel et bien, toujours. Oui, la concurrence fiscale existe, mais bon, elle existe en Europe, elle existe au sein même des États-Unis. L'harmonisation fiscale, c'est vraiment décider de quel impôt c'est le consentement et la désirabilité du niveau d'imposition. C'est un exercice très difficile à réaliser que de savoir quel est l'impôt qui serait consenti par tous, donc qui serait acceptable par l'ensemble. Maintenant, en effet, il y a des travaux aussi qui montrent que si on simplifie et qu'on met un taux d'imposition bas, et c'est peut-être ce qui a inspiré, je ne sais pas, l'OCDE, et certains le déploreront, mais en fait, on évite justement de pousser les pays en fait à trouver les failles pour payer moins d'impôts. Donc il est vrai qu'il y a certaines écoles qui recommandent d'avoir des taux d'imposition relativement faibles, mais pour tout le monde pareil, parce que dès lors où on va dans des taux d'imposition qui sont plus élevés, on va effectivement avoir des désaccords sur le taux optimal, en tout cas le taux acceptable par chacun, parce qu'on n'a pas les mêmes dispositions à payer l'impôt, on ne consent pas à l'impôt de la même façon, même au niveau européen, que ce soit européen ou dans d'autres pays. Quentin Parinello. Oui, donc là, on fait notamment référence à ce fameux accord international de l'OCDE. Il y a deux parties sur cet accord, ce qu'on appelle même des piliers de travaux. Un pilier sur la redistribution des droits à taxer et un pilier sur l'impôt minimum. Si vous voulez une image, on avait deux enjeux. On avait un gâteau qui se rétrécissait et des parts qui étaient inéquitablement distribuées. Le pilier 2 sur le taux d'impôt minimum, donc pour lutter contre le rétrécissement du gâteau, a donné lieu à un impôt minimum de 15% effectif. C'est un taux qui est relativement bas finalement, et surtout c'est un taux qui comporte de nombreuses exceptions qui ont été négociées par les États eux-mêmes, et donc certaines multinationales pourront continuer à payer moins de 15%. Il y a des travaux de l'Observatoire
qui montrait qu'avec un taux de 15% par exemple en France, c'est 4 milliards d'euros de recettes par an pour la France, avec un taux à 21% qui était proposé par le président américain, c'était 16 milliards. Donc c'est aussi un choix politique qui a été fait, notamment de la France, de ne pas se battre pour des taux un petit peu plus ambitieux. Sur le pilier 1 de redistribution des droits à taxer, ce qui est en train de se passer, c'est que l'immense majorité du système fiscal actuel devrait rester tel qu'il est aujourd'hui. Et une toute petite partie des droits devrait être redistribuée là où les multinationales ont des activités économiques réelles. Le problème étant qu'en fait, cette petite partie risque d'avoir des retombées en termes de recettes qui sont extrêmement réduites, alors que les conditions pour les toucher sont extrêmement drastiques. C'est-à-dire que les pays doivent signer un engagement à ne pas mettre en place d'autres réformes fiscales qui viseraient les multinationales. Et donc, l'étude qu'on vient de publier il y a quelques semaines sur ce sujet montre que, par exemple, pour la France, les recettes du pilier 1 seraient moins importantes que la taxe GAFA actuelle. Alors même que la France devrait... Pilier 1, pardon. Il y a deux piliers de négociation, le pilier sur l'impôt minimum et le pilier sur la redistribution des droits à taxer. La redistribution des droits à taxer, c'est le pilier 1. Donc cette réforme de redistribution des droits à taxer devrait donner moins de recettes fiscales pour la France que la taxe GAFA qui est actuellement en vigueur, alors même que la France devrait se délester de la taxe GAFA. Donc ça ne veut pas dire que la taxe GAFA, c'est la solution à tout, évidemment, ça veut juste dire que l'ambition... Mais elle rapporterait plus que cet impôt minimum de 15%. Absolument, elle rapporterait environ 100 millions d'euros de plus par an. Ça veut juste dire que le niveau d'ambition de ce pilier de négociation est encore extrêmement faible. Il n'est pas transformatif pour des États comme la France. Vincent Drezé ? Écoutez, moi je partage, et ce qui est aussi, il faut voir à long terme, c'est que la marque de fabrique de la concurrence fiscale, c'est la baisse notamment de l'impôt sur les sociétés, mais également la baisse des impôts des plus fortunés. Typiquement, on a pratiquement plus d'ISF, les taux marginaux les plus élevés de l'impôt sur le revenu depuis 20 ans ont baissé, etc. Et avec une occasion historique et dans un moment aussi sensible que celui-là, on a l'impression qu'effectivement d'une occasion loupée, parce que on pouvait montrer, et là il y avait un accord quand même avec de nombreux pays, on pouvait aller un peu plus loin que 15%. Pourquoi ? Parce que les autres entreprises vont dire, déjà qu'il y a un écart entre les PME et les grands groupes, les autres entreprises vont dire, on reconnaît donc, c'est officiel, que les multinationales payent beaucoup moins que 15%. Elles n'en paieront donc probablement au maximum que 15%, et encore sous réserve de ce que disait Quentin. Et les autres entreprises, à un moment donné, vont faire pression pour dire, à ce moment-là, nous aussi, allons vers 15%, et on continuerait cette concurrence fiscale. On peut peut-être aussi voir ça comme un premier pas. Il y avait tellement de pays, près de 140 pays. Ça, c'est effectivement l'enjeu de demain. Soit les États se disent, c'est très bien, on a fait l'effort, maintenant on ne bouge plus, et ça serait une mauvaise nouvelle. Soit il y aura d'autres rapports de force qui diront, maintenant qu'on a l'outil, allons plus loin. Gina Scaglia, en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, la France, qui est parfois décrite comme un enfer fiscal, fait-elle mieux qu'ailleurs ? Alors, maintenant, avec les normes européennes, ça permet tout de même d'avoir un cadre qui va permettre d'harmoniser au maximum. Parce que la réalité, c'est que beaucoup d'outils, d'instruments juridiques qui sont actuels émanent en fait de transposition des directives communautaires. Donc il y a une certaine harmonisation dans ce cadre-là. Donc après, il faut encore une fois mettre en œuvre, avoir les agents effectivement fiscaux. Mais vous diriez que ça simplifie votre travail ? C'est-à-dire de simplifier le travail. Le fait qu'il y ait un cadre européen. Alors, le fait qu'il y ait un cadre européen, oui, parce que ça permet tout de même, quand on structure des activités à l'étranger, justement de mieux connaître la législation internationale et effectivement d'avoir une meilleure prévisibilité. Alors, comment lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale ? Nathalie Janson, le plan du gouvernement parle d'une COP fiscale pour engager une vraie réforme du système et rendre illégal ce qui est immoral. Que faut-il en attendre ? C'est une très bonne question. Je pense que, comme il a déjà été évoqué, lorsqu'on travaille au niveau international, c'est quand même les travaux ne sont pas simples puisqu'on va se confronter à d'autres visions sur ce que doit être l'impôt, sur comment on fait pour effectivement s'assurer que cet impôt soit recouvré. Donc, en effet, il y a cette volonté d'avoir une transparence accrue pour pouvoir réussir à aboutir à cette coopération, parce qu'effectivement, comme il a été rappelé tout à l'heure, si vous voulez aller combattre l'évasion fiscale, il va falloir récupérer des données que vous n'avez pas forcément, puisqu'ils sont dans des paradis fiscaux sur d'autres territoires, et donc tout l'enjeu de pouvoir le faire. Donc il est vrai qu'il y a eu quand même un moment de rupture avec l'adoption de FATCA aux États-Unis, puisque
comme les États-Unis ont décidé de mettre le nez dedans, ça a un petit peu amélioré quand même. C'est-à-dire de briser le secret bancaire en Suisse, notamment des banques suisses. Tout à fait. Donc ça a été une étape. Oui. Et en effet, donc voilà, on voit bien que parfois il y a des moments où on peut débloquer, mais c'est sûr que la coopération internationale sur ce thème, voilà, comme je l'évoquais précédemment, suppose qu'en fait tous les pays ont à peu près le même objectif. Puisqu'il pourra pouvoir atteindre cette coopération, il faut tous avoir envie en fait d'améliorer le système en place. Quentin Parinello, que faut-il attendre de cette COP fiscale, peut-être plus que la COP pour l'environnement? Oui, alors il y a des mauvaises langues qui disent que les COP, ça sert à rien. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que... C'est vrai que de l'objectif à la réalité, il y a souvent un grand écart. Il y a souvent, et vous avez absolument raison, il y a souvent un écart, mais ça permet d'avoir un espace de discussion internationale. Et pour le coup, je rejoins Nathalie Janson dessus. Quand on n'a pas d'espace de négociation internationale, ça pose énormément de problèmes en matière de coopération et d'harmonisation. On parlait de l'accord de l'OCDE. On peut critiquer totalement le résultat ou estimer que ça peut aller plus loin et que c'est ce que vous avez fait. Ça peut aller plus loin. Néanmoins, c'est un espace de négociation internationale qui n'existait pas avant. Donc cette COP fiscale, pour l'instant, on a une annonce, donc ça fait partie des nombreuses annonces où on est un peu sur notre faim et on attend de savoir quel va être le contenu. Donc ça veut dire quel va être le périmètre, avec qui ça va être fait, quelle va être l'ambition. Mais de fait de se dire qu'il va y avoir une COP fiscale, c'est d'ailleurs une des demandes de la société civile depuis de nombreuses années. Le chercheur Gabriel Guzman préconise, lui, une sorte de registre international. Oui, ça fait partie des demandes que porte l'Observatoire européen de la fiscalité, c'est-à-dire la mise en place d'un cadastre financier international où on aurait l'ensemble des informations sur les patrimoines des plus fortunés, à la fois les patrimoines financiers, les éléments d'œuvres d'art, les patrimoines immobiliers. Aujourd'hui, on a des informations... Des particuliers, mais on pourrait aussi avoir des éléments sur les grandes entreprises. Alors, on a déjà certains éléments sur les grandes entreprises, elles ne sont pas centralisées de la même manière qu'on a certains registres dans certains pays, mais tout est éclaté et on n'a pas accès à ça de manière centralisée. Donc, c'est un outil qui permettrait de beaucoup mieux lutter contre la fraude fiscale des plus riches, les fameux puissants, tels que les identifie Gabriel Attal. Et effectivement, c'est une mesure qui est portée par notre observatoire. Et donc, Gabriel Attal y a fait vaguement allusion lors de son interview au Monde, mais on n'a pas forcément plus de détails à ce stade, donc on est un peu sur notre faim. Vincent Drezet, très rapidement. La stratégie doit être globale. Évidemment, il doit y avoir un renfort des moyens humains, on l'a déjà dit, un renfort des moyens matériels également pour le traitement de l'information et un renfort en matière de moyens juridiques. Mais si je prends un des objectifs du plan de Gabriel Attal, renforcer le contrôle des gros patrimoines des multinationales. Dans ces conditions actuelles, ça ne pourrait être qu'un contrôle formel pas ou peu efficace. En revanche, si on mobilise l'ensemble des moyens et qu'on essaie aussi d'accélérer la coopération internationale, ça peut donner quelque chose, mais ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter d'avoir 10 000 vérificateurs, il en faut 20 000 et il faut un discours politique. Ce sera le mot de la fin, un discours politique. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.